Pour revenir sur la question du suffrage universel, je pense que le système des circonscriptions, des États, on sait très bien que tout le système des élections dans les chambres, au Sénat, etc., il est fondé normalement sur la circonscription. Sauf dans quelques États, comme Israël, qui pratiquent la proportionnelle au niveau national. Si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe. Donc, les gens élisent une personnalité, que ce soit le maire, que ce soit le député, que ce soit le sénateur, que ce soit le conseiller départemental, régional, etc. Une personnalité qui est connue localement. Parce que finalement, les gens, c'est ça le girondisme quelque part, les gens sont capables d'apprécier le travail de quelqu'un, la présence d'une personne, sa personnalité, localement par rapport aux critères locaux, à l'échelle locale. Il ne faut pas leur demander d'apprécier la stature d'un président de la République, c'est une aberration. Maintenant que ces élus, eux, qui sont quand même l'élite, qui représentent les élites locales à l'échelle de tout un pays, puissent s'organiser et débattre et élire celui qui va présider, ça me paraît tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, même si on prend les États généraux, c'est ce qui s'est passé. On a élu il y a pas longtemps, en 1789, avant la prise de la Bastille. Et il y a eu des délégués des trois États, le clergé, la noblesse, le peuple, etc., le tiers-État. Et puis, eux, après, ils se sont organisés en assemblée, en convention. C'est une espèce de court-circuitage, de passer par-dessus la tête des élus au niveau girondique, pour basculer dans une sorte de jacobinisme radical qui fait que, etc., on peut élire directement, puis élire directement le. Mais c'est ça, justement, qui est caractéristique du populisme. Le populisme, c'est quand le président est élu directement. Hitler n'a pas été élu, quand il est devenu chancelier, il n'a pas été élu directement par le peuple. Il a été élu par le processus des élections législatives. Voilà. Parce que son parti avait un certain nombre de voix et qu'il y a eu des accords, etc. Qu'ensuite on soit tombé dans le plébiscite, etc., c'est notre problème. Mais dans un premier temps, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même la Révolution française, sous la Révolution française, il y a cette question aussi qui se pose. On ne veut pas de corps intermédiaires entre l'État et le peuple. Mais est-ce que la Convention, est-ce que l'Assemblée, est-ce que le Sénat n'est pas un corps intermédiaire? Et justement, le fait de passer au suffrage universel pour le président public, est-ce que ce n'est pas une façon de passer par-dessus les corps intermédiaires que sont malgré tout les assemblées, qu'est le Parlement, qu'est le Sénat, que sont les conseils régionaux, etc. Donc là, il y a une contradiction. Parce que la Révolution est née d'un système où on a élu des représentants par le fait des États généraux, puis après ça s'est reproduit, ça a continué, mais il y avait un système départemental. Hein, il y a eu très rapidement un découpage départemental avec des élections, etc. Donc, on ne comprend pas très bien. Il faudrait réfléchir un peu plus sur la philosophie qui a présidé dans ces années-là, à la fin du XIXe siècle, les années 1790 et quelques, pour comprendre comment se situait l'équilibre des pouvoirs entre la tête de l'État et puis le peuple, et puis entre les deux, bien évidemment, l'interface que constituent les assemblées. Mais on voit bien que finalement, c'est l'Assemblée
qui est un corps intermédiaire. Et que, quand De Gaulle décide en 1962 de proposer que la prochaine élection présidentielle se fasse au suffrage universel direct, il le fait à l'encontre des corps intermédiaires, entre guillemets, que sont les assemblées. C'est un coup d'État constitutionnel contre les assemblées. Voilà.